Une aiguille à repriser disparaît, et la vérité qui se cache derrière disparaît avec elle. Bienvenue à Vérités Obscures, je suis votre hôte, Léon. Participez à la conversation. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Votre témoignage donne vie à ces histoires. En avant. C'était l'un de ces rares jours de fin juin où le soleil anglais daignait briller sans interruption, inondant les haies de Saint-Maudouin d'une chaude lumière dorée. Le village était en fête. Sur la vaste pelouse du presbytère, sous des banderoles et une mer de nappes bordées de dentelles, la garden party annuelle de Madame Edith Tollé battait son plein. C'était le genre d'événement qui exigeait des sandwichs aux concombres, des dames âgées en robe pastel et des litres de thé tiède. Miss Marple, assise discrètement sous un parasol à motif de bleuet, sirotait son thé et observait la scène avec l'expression douce de quelqu'un entièrement occupé à écouter le chant des oiseaux plutôt qu'à bavarder. Bien qu'en fait, elle fasse les deux. Elle n'était pas venue à la garden party avec l'intention de mener une enquête. Elle ne l'avait jamais fait. Mais d'après l'expérience de Miss Marple, là où les gens se réunissaient en société, les secrets étaient rarement bien loin et parfois, si l'on restait très calme, très silencieux, ils se chuchotaient au grand jour. De sa position près du treillis de roses, Miss Marple avait une vue dégagée sur l'assemblée. Le vicaire et son épouse voltigeaient avec des plateaux de macarons. La jeune Lydia Barnes, la fille du docteur, rougissait furieusement chaque fois que George Ashcroft revenait des Indes orientales et d'un bronzage scandaleux, la regardait. Le colonel Denain, le visage rouge et rouge comme toujours, racontait la même histoire régimentaire à quiconque était à portée de voix. Tout était parfaitement comme il se devait à Saint-Maudouin, jusqu'à ce que tout change. Il était un peu plus de 3 heures lorsque Madame Tollé a crié. Le cri provenait du salon, et en quelques secondes, le jardin s'est mis à bourdonner. Les tasses de thé s'entrechoquaient sur les soucoupes, les chaises raclaient précipitamment la terrasse dallée, et la sérénité soigneusement construite de l'assemblée se transformait en murmures anxieux. Miss Marple se leva sans hâte et suivit la foule d'invités à travers les portes-fenêtres. À l'intérieur, Madame Tollé tremblait au centre de la pièce, son chapeau à fleurs de travers et sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson rouge étourdi. Il était juste là, altatait-elle en désignant la chaise longue près de la fenêtre. Juste là, je le jure. Là gisait M. Félix Babcock, ou plutôt ce qui restait de sa bonne réputation. Son corps était affalé, comme s'il s'était endormi au milieu d'une conversation. Mais l'angle anormal de son cou et le mince filet de rouge qui maculait l'antimasque sous sa tête racontaient une toute autre histoire. Le docteur Edgecombe arriva quelques instants plus tard, sa fille, affolée, ayant été tirée des rhododendrons. Un silence s'installa tandis qu'il examinait le corps. « Mort ?» dit-il enfin en se relevant d'un air sombre. Le cou brisé. « Brise volontairement, il dirait. » Des halètements résonnèrent dans le salon. Le colonel Denain jura à voix basse. Madame Tollé s'éventa avec une serviette pliée. Et quelque part derrière eux, quelqu'un se mit à pleurer doucement. Miss Marple resta près de la porte, ses yeux bleus pâles parcourant lentement, délibérément, la pièce, la position des meubles, les portes-fenêtres grandes ouvertes, le contenu renversé d'un panier à couture à proximité. Personne n'avait vu personne entrer ou sortir. Personne n'avait rien entendu. Mais le regard de Miss Marple s'arrêta un instant sur le panier à couture, à moitié enfoncé sous un repose-pied. Parmi les fils et les épingles colorées, quelque chose ne semblait pas manquer, mais déplacé. Elle n'a rien dit. Au lieu de cela, elle se retourna vers le jardin, où le chant lointain des oiseaux continuait à gazouiller, sans être troublé par le meurtre. À sa manière calme, elle murmura « C'est très curieux ». À 16h30, la garden party avait tourné au scandale dans tout le village, et à 17h, Saint-Maudouin bourdonnait de spéculations. La nouvelle se répandit plus vite que le facteur de la paroisse le jour de la paix. La nouvelle de la fin soudaine et ignominieuse de M. Félix Babcock était déjà parvenue à la femme du marchand de légumes avant même que le docteur Edgecombe ait fini de recouvrir le corps d'un antimacassar. « J'ai toujours dit qu'il avait quelque chose d'étrange. » murmura Madame Phelps, propriétaire de l'épicerie, au commis boucher en achetant un sac de sucre d'orge pour son petit-fils. Toutes ces histoires d'investissements coloniaux et de mystérieux cousins de Rhodésie. Ce genre d'homme ne meurt jamais paisiblement dans son lit. Miss Marple, quant à elle, s'était discrètement excusée auprès de la foule qui s'amassait comme des mouches autour de la scène. Elle était retournée s'asseoir dans le jardin et avait recommencé à siroter son thé,
bien qu'il fût devenu bien froid. Ses mains étaient délicatement jointes sur ses genoux, sa posture sereine, mais son esprit était tout sauf serein. Felix Babcock, un homme récemment revenu au village après des décennies passées à l'étranger. Il avait pris le vieux cottage Fenimore sur East Lane, une élégante maison à 2 étages aux pierres couvertes de lierre et au jardin à l'abandon. Bien que personne ne sache exactement où il était depuis 20 ans, il parlait souvent et longuement de l'Afrique, des contrats de transport maritime, des étés poussiéreux dans des contrées lointaines. Il portait une chaîne de montre en or, fumait de coûteuses cigarettes turques et avait une façon de sourire à moitié. Le village hésitait entre l'admirer et se méfier de lui. Maintenant, bien sûr, il semblait qu'ils avaient fait ce dernier choix par défaut. Le soir, le salon du presbytère avait été bouclé par l'agent de police, un jeune homme corpulent nommé sergent Wolsey, qui prenait son rôle au sein de la police locale plutôt au sérieux, sinon avec une efficacité particulière. Bien que Wolsey n'ait rejoint la police paroissiale que 2 ans auparavant, il portait déjà un carnet avec la gravité digne d'un inspecteur de Scotland Yard. Il se tenait maintenant à l'intérieur de la pièce, interrogeant les invités d'un air guindé et hésitant, comme s'il craignait d'être interrompu par le cadavre. « Et vous avez vu M. Babcock pour la dernière fois quand » demanda-t-il à Madame Tolley, dont les nerfs ne s'étaient pas améliorés depuis la découverte. « Je venais de rentrer de la terrasse pour aller chercher une nouvelle théière, dit-elle d'une voix tremblante. Ça ne devait pas faire plus de 10 minutes. Il était assis près de la fenêtre, en train de discuter avec Madame Albert. Je l'ai laissé discuter de chrysanthèmes, je crois, et à mon retour, il était en pleine forme, comme ça. Le sergent Wolsey prit note. Et vous n'avez rien entendu? Pas de cris, pas de bruit de lutte, rien du tout. Seulement le son des rires du jardin, des oiseaux, le pianiste jouant cet horrible air de ragtime sur le piano droit. Oh, c'est horrible, sergent. Vraiment horrible. Wolsey hocha solennellement la tête et se tourna vers Madame Albert, une femme mince aux cheveux argentés, à la posture d'un cygne et au tempérament d'un buisson d'épines. Elle vivait à Saint-Maudouin depuis 30 ans et se vantait d'une supériorité spirituelle sur la plupart de ses habitants, du fait de sa rencontre avec T.S. Eliot lors d'une conférence à Bath. « Oui, je parlais avec M. Babcock, confirma-t-elle. Il était d'une humeur inhabituellement maussade. Je crois qu'il avait eu une altercation avec quelqu'un avant la fête. Des mots avec qui, madame? Elle haussa ses épaules étroites. Il n'a rien dit, mais je voyais bien que quelque chose l'avait perturbé. Il se mordait la lèvre inférieure et jouait avec son horrible chaîne de montre en or. Je me suis excusé en voyant Lydia Barnes tenter d'échapper à son père. La pauvre fille semblait sur le point de s'évanouir. J'ai quitté le salon et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Le sergent Wolsey Tapota's son, Carnet. En résumé, M. Babcock a été vu vivant pour la dernière fois environ 15 minutes avant d'être découvert mort, dans une pièce donnant directement sur le jardin. Personne n'a vu quelqu'un d'autre entrer ou sortir. Une série de hochements de tête réticents s'ensuivit. Personne ne se souvient d'avoir rien vu, murmura-t-il. Eh bien, quelqu'un a dû le faire. À ces mots, le brouhaha des ragots reprit. Les motivations surgirent des buissons comme des lapins effrayés. M. Babcock avait des ennemis, décidèrent-ils tous, même si peu pouvaient les identifier précisément. On l'a vu se disputer avec le jeune George Ashcroft la semaine dernière, a déclaré M. Tolley, revenu de son entretien avec les invités, désemparé avec l'autorité vague d'un homme habitué à présider le comité d'horticulture. Je crois que c'était à propos de cette ancienne propriété du moulin. N'importe quoi. Dit Miss Dunwoody, la receveuse de poste. C'était à propos de Lydia Barnes. George était furieux contre cet homme qui disait la connaître bien trop bien. Il n'arrêtait pas de lui envoyer des petits cadeaux, paraît-il. Des enveloppes parfumées, etc. Madame Albert renifla. Eh bien, je ne serais pas surprise. Lydia est intelligente, mais naïve. Etage M. Babcock s'est toujours cru charmant. Tandis que les spéculations s'accumulaient, Miss Marple resta silencieuse, le regard rivé vers les fenêtres du salon. Le panier à couture se trouvait juste à côté de la chaise longue. Elle se souvenait très bien de ce panier rond en osier, avec un couvercle rembourré recouvert de velours bleu. Elle avait vu Madame Tolley l'utiliser à la réunion du WI la semaine précédente. Curieuse, pensa-t-elle encore. Le couvercle était entrouvert et le contenu légèrement éparpillé. Rien d'autre dans la pièce n'avait été dérangé. Aucune trace de lutte, aucun vase renversé.
Seul le corps de l'homme, le cou brisé et un panier à couture renversé, avec des bobines de fil comme des bonbons renversés sur le tapis. Que voudrait un tueur avec un panier à couture? Elle n'avait pas exprimé cette pensée. Pas encore. Au lieu de cela, Miss Marple quitta le jardin en silence et emprunta l'étroit sentier du village en direction du portail du presbytère. Le soleil de fin d'après-midi avait commencé sa lente descente derrière les collines, projetant une chaude lumière ambrée sur les murs de pierre couverts de mousse et l'allée de gravier. À la porte, elle rencontra le docteur Edgecombe, qui venait de monter sur son vélo. « Mademoiselle Marple, dit-il en soulevant son chapeau, je suis surpris de vous voir partir avant le dîner. J'ai plutôt perdu l'appétit, docteur. » Il fit une grimace de compassion. « C'est vraiment horrible. » Le coup s'est brisé net. Aucune hésitation. Celui qui a fait ça savait ce qu'il faisait. Vous êtes certain que c'était un acte délibéré? Tout à fait. Aucune chute accidentelle, ni aucun évanouissement ne pourrait causer de tels dégâts. Et l'angle est tout à fait anormal. Il hésita. Cela suggère un mouvement précis, peut-être même vu de derrière. Miss Marple fit un léger « MMM », mais ne dit rien de plus. Tandis que le médecin s'éloignait à vélo, elle jeta un dernier coup d'œil vers le presbytère. Derrière ces bien rangés, la suspicion s'installait plus vite que les hortensias. Un coup brisé dans une pièce fermée à clé, une foule de témoins à moitié innocents, et un panier de fils qui aurait dû être fermé. Bien sûr, elle allait vaquer à ses occupations habituelles. Le jardin avait besoin d'être désherbé, et la partie de cartes du mardi chez Madame Witherspoon n'attendait personne. Mais quelque part au fond de son esprit, une discrète déduction se formait déjà. Tout commençait toujours de la même manière, par une impression, un soupçon d'anomalie. Puis, le lent détricotage de la nature humaine, point par point. Après tout, Miss Marple avait dit un jour, d'une voix douce comme de la laine, il n'y a rien de plus révélateur que la façon dont les gens se comportent lorsqu'ils pensent que personne ne les regarde. Et quelqu'un, à cette garden party, avait très certainement supposé qu'il n'était pas observé. Le lundi matin s'est levé à Saint-Maudouin dans un calme trompeur. Les moineaux gazouillaient joyeusement dans les haies, le facteur faisait sa tournée en sifflant joyeusement, et le boulanger du village exposait son habituel plateau de brioche au citron à la fenêtre. Mais l'air était lourd d'un non-dit, comme de la fumée devant le feu, invisible, mais chargé de tension. Le meurtre de Félix Babcock n'avait pas seulement déstabilisé le village, il l'avait déséquilibré. Plus rien ne fonctionnait vraiment. La mécanique bien huilée de la vie villageoise, le rythme des ragots, du thé et du jardinage, grinçait désormais de façon intempestive. Miss Marple, comme à son habitude, se leva juste après 7 heures. Elle nourrit son canari, épousseta la cheminée, puis choisit une paire de gants confortables et un chapeau de paille orné d'un ruban bleu pâle, le même qu'elle avait porté à la soirée de Madame Tollet. Elle ne le choisit pas consciemment par sentiment. Mais c'était une femme d'habitude, et l'habitude, après tout, c'était la façon de voir ce qui déviait. Elle avait officiellement pris rendez-vous pour rendre visite à la filleule de sa nièce, récemment installée chez l'épouse du vicaire. Mais sa véritable intention était d'écouter. Écouter lui avait toujours été utile. Les gens en disaient bien plus qu'ils ne le pensaient, surtout lorsqu'ils étaient certains de ne pas être entendus. Et le meurtre avait suscité suffisamment de peur et de curiosité pour délier plus de langues que d'habitude. L'épouse du vicaire, Madame Marie Reeves, l'accueillit à la porte, les joues rouges et le bonnet de travers. « Ma chère Jane » s'exclama-t-elle, « je suis terriblement désolé d'être si occupé ce matin. Je n'ai que des questions et de la peine depuis l'incident. Je comprends parfaitement, Mary, dit gentiment Miss Marple. Je voulais juste passer voir la jeune Clara. Une brève visite. Je ne resterai pas longtemps. » Clara, la filleule de sa nièce, était une fille douce et anxieuse, pas encore remise d'une dépression nerveuse après le décès de son père. La femme du pasteur lui avait offert quelques mois de paix à la campagne. La paix, bien sûr, se faisait désormais rare. Miss Marple fut introduite dans le salon, rangée à la hâte, où l'on servit une tasse de thé clair accompagnée d'un simple biscuit digestif. Elle sirota une gorgée, s'enquit gentiment de la santé de Clara et laissa la conversation dériver, comme elle le faisait souvent, vers le sujet principal. « Je dois dire, » murmura Madame Reeves en baissant la voix et en jetant un coup d'œil vers le couloir, « avec cette histoire avec M. Babcock, j'ai du mal à dormir. » Et Marie-Albert n'arrête pas de répéter à qui veut l'entendre qu'elle a vu une ombre dans le salon, alors que personne d'autre ne l'a vue.
Vraiment? Demanda Miss Marple, ses yeux s'illuminant presque imperceptiblement. C'est intéressant. Les ombres en disent souvent plus que ce qui les projette. Madame Reeves cligna des yeux. Oui. Tout à fait. Et je me demande, poursuivit Miss Marple, toujours d'un ton léger, si M. Babcock avait des visiteurs? Des visiteurs imprévus? Ça doit être un peu solitaire de revenir dans un endroit pareil après si longtemps à l'étranger. Madame Reeves se mordit la lèvre. Pas à ma connaissance. Mais la gouvernante, Madame Dow, dont vous vous souvenez, celle qui travaillait à la poste, a mentionné que M. Babcock avait reçu la visite d'un monsieur jeudi soir. Plus tard, d'ailleurs. Un gentleman in visite. La voix de Miss Marple resta posée. Un homme grand, dit-elle. Il portait un manteau sombre. Ils se sont disputés, apparemment. Elle a entendu des bribes de conversation sur les droits et ce qui a été convenu. Puis le visiteur est sorti en trombe et a failli renverser son pot de bégonia. Miss Marple émit un son doux et neutre et laissa le silence remplir l'espace. Madame Reeves, encouragée, se pencha légèrement en avant. « Jane, tu ne penses pas que Clara aurait pu? Eh bien, elle n'est même pas entrée dans le salon, je te le jure. » « Ma chère, sourit doucement Miss Marple. Clara est une fille délicate et bien trop sincère. Et puis, ce n'est pas le genre de chose qu'une jeune femme ferait de briser le cou d'un homme sans que personne n'entende un bruit. » Elle le dit doucement, mais Madame Reeves pâlit légèrement. Miss Marple prit congé peu après, se réservant une note en rentrant chez elle, jeudi soir. Un visiteur masculin. Une dispute. Droit, et ce qui a été convenu. Ce n'était pas grand-chose, mais d'après son expérience, de tels fils dénouaient souvent des tapisseries entières. Elle ne rentra pas chez elle, mais se dirigea vers East Lane. La maison de Félix Babcock affichait encore la propreté impeccable d'un récent locataire, rideaux raides, parterre de fleurs trop taillées, gravier fraîchement étendu sur l'allée. Madame Dow ouvrit la porte avec l'air d'une femme qui avait dû parler plus en 3 jours qu'au cours des 3 dernières années. « Oui » dit-elle en plissant les yeux. « Bonjour » dit chaleureusement Miss Marple. « Je suis vraiment désolé de vous déranger. Puis-je vous poser une question sur un point que vous avez mentionné à Madame Reeves? » La colonne vertébrale de Madame Dow se raidit. « Je ne colporte pas de ragot. »« Oh, j'en suis sûr. Mais vous êtes une femme raisonnable, et je me suis dit que si quelqu'un avait remarqué quelque chose d'inhabituel, ce serait peut-être vous. » La flatterie, prononcée avec la douce cadence caractéristique de Miss Marple, eut son effet habituel. Madame Dow croisa les bras et s'appuya contre l'encadrement de la porte. « J'ai juste dit qu'il avait de la visite. Un homme étrange. Grand. D'apparence étrangère, peut-être. Il est venu jeudi après la tombée de la nuit. Il n'est pas resté longtemps. Des voix se sont élevées. Ça ne me regarde pas, bien sûr. » « Bien sûr que non, » acquiesça Miss Marple. « Je n'ai pas retenu de nom. Mais M. Babcock n'était plus le même après. Il est resté à la maison toute la journée de vendredi. Il n'est pas allé au club, il n'est même pas allé chercher son paquet habituel de Players. Et rien n'a été pris, je suppose. » Madame Dow secoua la tête. « Non, mais il écrivait une lettre quand je suis allé faire le ménage samedi matin. Un vrai coup de blues, me suis-je dit. J'ai trouvé une enveloppe déjà adressée, mais il a dû changer d'avis. Elle était déchirée. Je n'ai pas jugé bon de la lire, bien sûr. »« Bien sûr, » répondit Miss Marple d'un ton doux. « Puis-je vous demander à qui elle était adressée? » Madame Dow hésita. « Quelqu'un du nom de Withers. »« Oh, Whiteham. » L'écriture était tachée. Miss Marple fit un signe de tête pensif, la remercia et retourna vers le centre du village. Elle marchait lentement, laissant les détails s'organiser dans son esprit. Félix Babcock avait été perturbé. Il s'était disputé avec un homme au sujet d'un ancien arrangement. Puis, une lettre jamais envoyée adressée à un certain Withers ou Witham. Une journée de silence. Et puis, une apparition fatale à une garden party, où quelqu'un l'avait tué sans même toucher une seule tasse de thé. Elle s'arrêta devant la vitrine de l'épicier, apparemment pour inspecter les tartes à la rhubarbe. À l'intérieur, elle vit George Ashcroft discuter avec l'épicier. Il était pâle comme un parchemin. « Je n'ai jamais aimé cet homme, » disait George. Toujours trop familier avec tout le monde. Et curieux. Je ne serais pas surpris qu'il ait des informations sur la moitié du village. Mais je suppose qu'il n'est pas poli de dire du mal des morts. L'épicier émit un grognement évasif. On dit qu'il avait des investissements, des avoirs à l'étranger.
Ce genre d'homme ne meurt pas sans que quelqu'un en profite. La voce de George s'est retrosa. Eh bien, si quelqu'un l'a tué pour de l'argent, il sera terriblement déçu. Il devait plus qu'il ne possédait, à mon avis. Miss Marple n'entra pas. Elle se contenta de sourire aux tartes et poursuivit son chemin. À son retour, une faible pluie d'été s'était mise à tomber. Pas vraiment un orage, juste une légère bruine qui saupoudrait les roses de mélancolie. Elle retira ses gants, nourrit à nouveau le canari et s'assit près de la fenêtre du salon. Il y avait maintenant des pièces sur l'échiquier. L'ombre mystérieuse de Madame Albert. Un visiteur étranger jeudi. Une lettre non envoyée. Une dispute acerbe. Un homme qui devait plus qu'il ne prétendait posséder. Mais un détail la taraudait encore. Le panier à couture. Elle alla chercher le sien dans un coin, presque identique. En velours bleu, avec une aiguille à repriser à manche en os à l'intérieur. Elle l'ouvrit, l'inspecta et fronça légèrement les sourcils. Dans son panier, l'aiguille était en sécurité. En sécurité. Elle doutait que celui du salon de Madame Tollet soit encore présent. L'enquête officielle sur la mort de M. Félix Babcock était entré dans une phase plus déterminée. Mardi matin, l'inspecteur Cray arriva du commissariat de Muchartley. C'était un homme à la mâchoire carrée, portant une large moustache et dont les manières étaient plus adaptées au petit vol qu'au meurtre subtil. Il était également convaincu, 5 minutes après son entrée dans le salon du presbytère, d'être sur la piste du meurtrier. Un crime passionnel classique. Déclara-t-il en frôlant Miss Marple, qui se tenait silencieusement dans le couloir, admirant ostensiblement une photo de la chorale de l'église. Aucune trace d'effraction, aucun vol. La victime était assise, peut-être somnolente, et prise par surprise. Fracture nette au cou. Cela exige rapidité, force et motivation. Nous attraperons notre homme bien assez tôt. Monsieur, inspecteur, demanda Miss Marple d'un ton doux. Cray lui lança un regard tolérant. Oh oui, Miss Marple. Aucune femme n'aurait pu faire ça sans laisser de traces ou de lutte. Et certainement pas devant une maison pleine de monde. C'était rapide, efficace, calculé, mais furieux. Cela indique un homme. Probablement quelqu'un de jeune et impulsif. Il se tourna vers le sergent Wolsey, qui avait consciencieusement griffonné quelque chose dans son carnet. Nous allons commencer par George Ashcroft. Ce nom n'était guère surprenant. George avait été au cœur des rumeurs depuis la découverte du corps de Babcock. Grand, sûr de lui et un peu trop beau pour son propre bien, George revenait récemment de 3 ans passés dans une compagnie maritime à Singapour. C'était le genre de jeune homme à parler d'une voix traînante et sèche, à porter les cheveux un peu plus longs que de raison et à conduire une voiture beaucoup trop vite dans les ruelles du village. Il était également connu pour être extrêmement attaché à Lydia Barnes. Miss Marple avait toujours trouvé Lydia raisonnable, quoique un peu timide. Ancienne élève du Cheltenham Ladies College, elle était revenue à Saint-Maudouin après la mort de sa mère pour prendre soin de son père, le docteur Edgecombe, et n'avait plus cherché à repartir depuis. Le retour de George avait marqué sa première incursion dans une relation proche de l'amour. Et pourtant, une hésitation régnait entre eux, à distance, comme si un non-dit planait dans l'air chaque fois qu'ils se tenaient trop près. L'inspecteur Cray rendit visite à George Ashcroft cet après-midi-là. Mademoiselle Marple, bien qu'absente officiellement, prenait le thé chez Madame Simons, une voisine proche des Ashcroft, et eut le plaisir d'observer depuis le salon l'arrivée de la voiture de l'inspecteur au portail. « Pauvre George !» dit Madame Simons avec délectation, remuant son thé trop vite. « Ce sont toujours les beaux gosses qui se laissent entraîner dans ces histoires. Je ne ferai jamais confiance à un homme avec des boutons de manchette aussi rutilants. Mais quand même, un meurtre. »« Oui, » dit Miss Marple en pliant sa serviette. « Cela ébranle un peu la confiance en une vie rangée. » Plus tard dans la soirée, les rumeurs ont commencé à circuler comme des abeilles dans une ruche perturbée. George était furieux contre Babcock à cause de Lydia, dit M. Toller, in Sarant's Sun Journal du soir. Il l'avait accusé d'avoir tenté d'acheter son affection avec des parfums importés et des livres rares. Il l'avait dit au Red Fox, devant la moitié du pub. George a menacé de le frapper il y a une semaine. Intervint M. Mortimer, le libraire. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Il a dit que si Babcock ne reculait pas, il le mettrait sur le prochain bateau. Et lorsque George fut aperçu marchant d'un pas rapide dans la rue principale le lendemain, le visage pâle et la mâchoire serrée, l'opinion du village fut consolidée.
La culpabilité se rendait toujours visible, raisonnait-il. Il suffisait de regarder. Mais Miss Marple, qui avait connu George lorsqu'il était enfant et qu'il avait un jour sauvé un moineau blessé, n'en était pas si sûre. La force? Oui. Mais la rage? Un calcul impitoyable? Elle a pris sur elle de parler avec Lydia le lendemain. Ils se retrouvèrent sur la pelouse derrière l'église, où Lydia cueillait des fleurs sauvages dans un panier, évitant les regards curieux des voisins. Elle paraissait fatiguée, plus âgée que ses 22 ans. Son sourire habituel avait disparu, remplacé par une expression tendue et fermée qui ne s'accordait pas vraiment avec la douceur de sa robe lilas. « Mademoiselle Marple, dit-elle avec un sourire pincé, je suppose que vous êtes venue pour demander des nouvelles de George. »« Non, à moins que vous ne souhaitiez parler de lui, » répondit doucement Miss Marple. « Je suis venue vous demander des nouvelles de M. Babcock. » Les mains de Lydia se resserrèrent autour de l'anse du panier. « Oh, je suppose qu'il n'y a pas grand-chose à dire. »« Tu ne l'aimais pas, » dit Miss Marple, plus une affirmation qu'une question. Lydia resta silenciosa un long moment. Je ne le détestais pas vraiment, mais je ne lui faisais pas confiance. Il observait toujours les gens. Il posait des questions. Un jour, je l'ai surpris en train de fouiller les papiers sur la table d'entrée du cabinet médical. Il disait être curieux de connaître la bibliothèque du docteur Edgecombe. Mais je savais que ce n'étaient pas des livres qu'il recherchait. Miss Marple pencha la tête. « Tu crois qu'il cherchait quelque chose ?» Lydia baissa les yeux vers le trèfle à ses pieds. Il me donnait toujours l'impression de savoir quelque chose. Quelque chose d'important. Il me souriait, comme s'il attendait que je dise quelque chose que j'ignorais encore. Un sentiment pareil est rarement faux, dit doucement Miss Marple. Et George était-il au courant? Lydia hésita. Oui, je le lui ai dit. Je ne voulais pas, mais George sent toujours quand je cache quelque chose. Il était en colère. Pas seulement jaloux, mais protecteur. Comme s'il sentait quelque chose de dangereux, lui aussi. Et George a-t-il déjà confronté M. Babcock? Dans le jardin, une fois, dit Lydia d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. J'ai entendu des voix s'élever, mais quand je me suis approché, ils ont tous deux souri et ont dit qu'ils parlaient de politique. George n'a pas voulu me dire de quoi il s'agissait vraiment. Miss Marple resta silencieuse un instant. Puis, merci, ma chère. C'est très utile. Elle laissa Lydia sur le green, sur le chemin du retour, s'arrêta brièvement au presbytère. Madame Tolley était juste à l'intérieur, empilant des livres de cantiques, le visage encore pâle. « Tout cela n'est qu'un horrible rêve, Miss Marple, murmura-t-elle. Parfois, je crois que je vais entrer dans le salon et le trouver assis là, à redemander du thé. Tu l'aimais bien? Oh, pas particulièrement. Mais il était poli. Observateur. Jamais indiscret. Pourtant, elle marqua une pause, puis baissa la voix. Un jour, il m'a interrogé sur ce panier à couture. Il a dit qu'il trouvait que c'était un bel exemple d'artisanat traditionnel. Étrange commentaire, me suis-je dit. Je l'ai acheté sur catalogue il y a des années. Avez-vous remarqué qu'il manquait quelque chose après la fête? Madame Tolley fronça les sourcils. Non, je ne pense pas. L'aiguille a reprisé, peut-être. Je ne l'ai pas utilisée depuis des mois, mais je ne l'ai pas retrouvée lundi. Elle est probablement tombée quelque part. Miss Marple lui offrit un léger sourire, mais à l'intérieur, ses pensées s'accélérèrent. Une aiguille manquante. Un homme au secret. Un autre avec un mobile. Et une fille coincée entre eux. Et pourtant, l'inspecteur avait pris sa décision. Ce soir-là, George Ashcroft fut emmené pour un interrogatoire officiel. Le village réagit avec une ferveur prévisible. Certains étaient choqués, d'autres satisfaits. Mais Miss Marple, assise dans son salon, son tricot posé, fixait le silence de son salon avec un malaise grandissant. Les choses s'imbriquaient trop bien. Le suspect était trop évident. Le mobile trop évident. Elle repensa à l'aiguille à repriser manquante. Personne d'autre n'avait remarqué sa disparition. Parce que personne d'autre ne savait que cela avait de l'importance. Le lendemain matin de l'interrogatoire de George Ashcroft, St. Maudwain semblait inhabituellement calme. Le silence n'était pas celui du beau temps et des cottages endormis, mais plutôt celui d'une attente tendue et retenue. La nouvelle que George n'était pas rentré la veille circulait déjà, avec l'air d'un verdict de culpabilité. Madame Simmons avait confié à la receveuse de poste avoir vu la voiture de police revenir au poste après la tombée de la nuit. Monsieur Tolley avait remarqué que la famille Ashcroft avait tiré ses rideaux à une heure inhabituelle.
et mademoiselle Dinwiddie tenait de bonnes sources. C'est-à-dire de ses propres oreilles collées à la fenêtre de son salon, que Lydia Barnes avait été vue en pleurs dans le cimetière. Pendant tout ce temps, Miss Marple conservait sa routine habituelle, c'est-à-dire précise et discrètement productive. Elle arrosait ses jardinières, écrivait 2 mots de remerciement pour ses visites et préparait un modeste hachis parmentier. Tout cela avant 10 heures. Mais son esprit n'était pas occupé par le jardinage ou les recettes, mais par la question de l'aiguille à repriser manquante. C'était une chose minuscule, un objet du quotidien, souvent égaré. Mais quelque chose persistait, du simple fait de son absence. Dans sa propre vie, Miss Marple avait remarqué que c'était précisément ces absences ordinaires, une tasse de thé déplacée, un chapeau oublié sur un porte-manteau qui témoignaient le plus souvent d'un sentiment de culpabilité. Pourquoi quelqu'un retirerait-il une aiguille à repriser d'un panier à couture au milieu d'une garden party? À moins, bien sûr, que ce ne soit quelqu'un. À moins que ce ne soit le meurtrier qui ait besoin d'un objet petit, fin et pointu, et capable de passer inaperçu. La question n'était plus si l'aiguille à repriser avait été prise. C'était pourquoi. Miss Marple enfila ses gants et son chapeau et marcha d'un pas rapide vers le presbytère. Madame Tolley ouvrit la porte d'un air las. « Oh, Miss Marple, j'espère que ce ne sont pas d'autres questions. J'ai bien peur d'avoir la tête qui tourne. »« Pas du tout, ma chère, » dit Miss Marple d'un ton rassurant et doux. « Je pensais vous rendre le catalogue de graines que vous m'avez prêté, et peut-être jeter un coup d'œil au salon. J'aimerais bien satisfaire une curiosité. » « Une curiosité ?» Madame Tolley cligna des yeux. Miss Marple esquissa un petit sourire. « Vous savez comme les choses peuvent sembler déplacées après une perturbation. Je suis toujours aussi agacé quand quelque chose a été déplacé. » Avec l'hospitalité éprouvée de son hôte si patiente, Madame Tolley ouvrit la porte plus largement et la fit entrer. Le salon était resté pratiquement inchangé depuis le jour de la fête, à l'exception de la chaise longue où M. Babcock était mort, recouverte d'une nappe de dentelle, et des meubles subtilement réaménagés pour éviter d'affronter ce sombre souvenir. Miss Marple se déplaçait lentement, les mains derrière le dos, observant chaque détail. Le panier à couture était de retour sous son repose-pied, apparemment intact. Elle s'agenouilla et l'ouvrit délicatement. Des bobines de fil, une paire de ciseaux à broder, quelques boutons, et un petit coussin à épingles en forme de tomate, percé de plusieurs aiguilles standards. Mais pas d'aiguilles à repriser. Miss Marple fouilla dans son sac à main et en sortit une boîte d'allumettes. Elle l'ouvrit et en sortit une aiguille à repriser du même modèle, à manche en os, légèrement plus longue qu'une aiguille standard, avec une encoche révélatrice sur la tige. Elle l'avait apportée de chez elle pour comparer. Tenant côte à côte le panier et l'aiguille, ses soupçons se confirmèrent discrètement. L'aiguille avait été retirée. Ni empreinte, ni garée, ni prise. « Quelque chose ne va pas, Jane ?» demanda Madame Tolley depuis le couloir, où elle époussetait un buffet. « Oh, rien du tout, » dit Miss Marple sereinement. « Je me demandais simplement si je devrais me remettre à la broderie. C'est bon pour les doigts, tu ne trouves pas ?» Elle ferma le panier et se leva. Alors qu'elle retournait vers le village, l'image lui revenait sans cesse à l'esprit. L'aiguille à repriser disparue du panier, le corps sans arme ni trace apparente. Si l'inspecteur Cray avait raison, le cou de Babcock avait été brisé, cela suggérait un acte de force brute. Mais la force brute passe rarement aussi inaperçue, surtout dans une salle pleine de monde juste à l'extérieur. Elle soupçonnait une méthode entièrement différente. Une méthode qui ne laissait aucune blessure apparente car l'arme elle-même était considérée comme inoffensive. Elle se rendit ensuite au domicile du docteur Edgecombe, le trouvant dans son bureau, en train de trier une pile de revues médicales. « Mademoiselle Marple, » dit-il en ôtant ses lunettes. « Je dois avouer que je m'attendais à vous voir. Vous avez été plutôt occupée, je crois. » Quelques réflexions, admit Miss Marple, assise sur la chaise qu'il désignait. Rien qui impressionnerait l'inspecteur Cray, j'en suis sûr. Il est plus impressionné par les empreintes digitales et les confessions criées que par un raisonnement calme. Tout à fait. Docteur, puis-je vous demander si, lorsque vous avez examiné le corps de M. Babcock, il y avait des ecchymoses, des traces de lutte? Edgecombe Marquand passe. Non, c'est précisément ce qui m'a troublé. J'ai vu l'angle du cou et j'ai naturellement supposé une fracture, comme je l'ai dit à l'inspecteur. Mais il n'y avait aucun signe de traumatisme extérieur. Pas d'ecchymose, pas de marque.
J'ai pensé que le coup avait peut-être été porté par derrière, avec une canne ou un objet fin. Mais même cela laisserait une trace. Miss Marple hocha la tête. Et les blessures internes. Le rapport du coroner devrait arriver cet après-midi. Mais je soupçonne qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Tout est trop bien rangé. Trop ordonné, répéta-t-elle. Ou trop intelligent. Edgecombe se rassit et l'observa attentivement. Tu crois qu'il a été tué avec un petit objet? Oui. Quelque chose qui n'est généralement pas considéré comme dangereux. Quelque chose de long, de fin, peut-être même de creux. Les yeux du médecin s'écarquillèrent. Vous pensez qu'il a été poignardé à la base du cou, peut-être avec un objet fin. Une sorte d'aiguille à repriser, dit doucement Miss Marple. Précise. Entre les vertèbres. La pièce devint silencieuse. C'est possible, dit lentement Edgecombe. Extrêmement rare et très difficile. Mais si quelqu'un connaissait suffisamment bien le corps, il connaîtrait l'anatomie. On lui avait montré comment faire. Edgecombe avait l'air sombre. Et il y aurait très peu de sang, surtout si c'était fait rapidement. Pression sur la moelle épinière. La mort serait immédiate, conclut Miss Marple. C'était une pensée glaçante. Une aiguille s'était glissée entre mes vertèbres pendant la distraction d'une conversation. Pas de cri, pas de chute, juste un silence soudain, pris pour du sommeil. Ils restèrent silencieux un moment. Qui saurait faire ça? Demanda Edgecombe. Miss Marple esquissa un léger sourire triste. C'est ce que je veux savoir. Plus tard dans l'après-midi, le rapport préliminaire du coroner est arrivé et, comme prévu, il a confirmé les observations du docteur Edgecombe. Aucun traumatisme important. Pas d'hémorragie interne. Cause du décès indéterminée, probablement une lésion médulaire. Mais malgré tout, personne ne remettait en question l'aiguille. Personne d'autre que Miss Marple. Elle rendit ensuite visite à Madame Albert, une femme qui accueillait rarement les visiteurs, mais qui fut si flattée par la demande d'avis de Mademoiselle Marple sur quelques observations sociales, qu'elle l'invita à entrer pour boire un verre de sherry. Le problème avec l'inspecteur Cray, renifla Madame Albert, c'est qu'il pense que les jeunes hommes commettent toujours des crimes. J'ai vu des comportements bien pires chez des hommes bien coiffés et sans argent. Et vous avez été la dernière personne à parler à Monsieur Babcock, demanda doucement Miss Marple. Madame Albert se rassit. Nous avons discuté brièvement. Il m'a posé une question curieuse, je me souvenais de la famille Witham. Je lui ai répondu que je n'avais pas entendu ce nom depuis des décennies. Il vivait ici, bien sûr, à l'époque où le moulin fonctionnait encore. Miss Marple fronça les sourcils. Le moulin? Les Witham en étaient propriétaires. Leur fils Oliver, je crois, a eu des ennuis il y a des années. Une dispute avec Babcock père. Ils disent que c'était lié à de l'argent et à un acte de propriété manquant. Un acte manquant, répéta doucement Miss Marple. Comme c'est intéressant. Madame Albert fit un geste de la main. Tout cela est absurde, bien sûr. Mais Félix semblait belle et bien préoccupée par le passé. Miss Marple sirotait son chéri, le regard lointain. Witham, le visiteur de jeudi. Une vieille querelle. Et une aiguille manquante, probablement utilisée par quelqu'un d'intelligent, d'expérimenté et de désespéré. George Ashcroft est resté en détention. Mais Miss Marple était désormais certaine que le meurtrier était toujours en liberté et qu'il avait pris quelque chose d'autre dans le salon du presbytère ce jour-là. Pas seulement la vie d'un homme, mais un indice. La pluie est arrivée tard mercredi soir. Elle s'est abattue avec un murmure plutôt qu'un rugissement, recouvrant les toits de chaume de Saint-Maudouin d'un voile brumeux et fermant les rideaux un peu plus tôt que d'habitude. Le village, encore perturbé par le meurtre et la détention de George Ashcroft, semblait soupirer avec elle, espérant, en vain, que la bruine dissipe les soupçons. Miss Marple, cependant, n'avait jamais vraiment fait confiance à la météo. Pluie, soleil ou brouillard, les secrets avaient tendance à remonter à la surface. Il suffisait de savoir ou regarder, ou, plus important encore, qu'en ne pas le faire. Le jeudi matin apporta un regain de tension. Bien que l'inspecteur Cray n'ait pas formellement inculpé George Ashcroft, il ne l'avait pas non plus libéré, un fait qui s'était enraciné dans la conscience de la ville comme une ronce. Lydia Barr n'avait pas quitté la maison depuis 2 jours, et les stores de la maison des Ashcroft restaient bien tirés. Mais Miss Marple, toujours observatrice, remarqua d'autres mouvements. Le colonel Denain avait été aperçu à la poste plus tôt que d'habitude, récupérant une lettre avec une nervosité évidente. Madame Dow,
la gouvernante, n'était pas revenue au cottage de M. Babcock depuis l'incident, et selon la rumeur, logeait désormais chez sa sœur à Brinley. Et, plus curieux encore, le notaire, M. Josiah Hornbeam, un homme qui se rendait rarement au village, sauf en cas de nécessité absolue, avait été aperçu entrant dans le presbytère par le portail du jardin. C'est cette dernière visite qui retint l'attention de Miss Marple. M. Hornbeam avait été l'avocat de Félix Babcock, et il dégageait une discrète panique. Son chapeau melon avait été repéré, glissé sous son bras, et sa démarche manquait de sa précision habituelle. Quelque chose, pensa Miss Marple, l'avait ébranlé. Et cet après-midi-là, alors qu'elle était assise dans son salon en train de réorganiser sa collection de boutons, un coup à la porte confirma ses soupçons. C'était Lydia Barnes. La jeune fille était pâle, ses gants légèrement humides, les yeux rouges. « Miss Marple, dit-elle d'une voix à peine plus basse, puis-je vous parler ?» Miss Marple, qui avait déjà préparé une tasse de thé supplémentaire, par instinct plutôt que par certitude, hocha la tête. « Bien sûr, ma chère. Entrez. Assieds-toi près du feu. Tu vas mourir dans cette brume. » Lydia s'installa dans le fauteuil à dossier comme une marionnette au fil coupé. « Je ne sais pas quoi faire, dit-elle finalement. Je ne pense pas pouvoir le supporter encore très longtemps. » Miss Marple croisa les mains, attended. Elle savait qu'il valait mieux ne pas interrompre une confession qui n'était pas encore commencée. « Ils vont accuser George, continua Lydia. Ils ne l'ont pas dit ouvertement, mais ils le traquent comme des vautours. Et je sais que Jeusavaril ne l'a pas fait. » Miss Marple hocha doucement la tête. Et pourtant, les preuves. Tout est dû aux circonstances. Il s'est disputé avec M. Babcock, certes, mais d'autres aussi. Ils n'ont simplement pas enquêté. Miss Marple esquissa un léger sourire. Alors peut-être devrions-nous le faire. Dis-moi, Lydia, qui d'autre avait une raison, à ton avis? Lydia hésita, tordant le coin de son mouchoir. Je n'en suis pas sûr. Mais j'ai entendu quelque chose. Je n'allais rien dire, mais maintenant je crois que je dois le faire. Miss Marple se pencha en avant, son visage gentil mais alerte. 2 jours avant la fête, dit Lydia, je déposai une lettre au presbytère. J'étais en avance, la femme du pasteur n'était pas encore rentrée de chez la modiste, alors j'ai attendu dans le jardin. La fenêtre du salon était entr'ouverte. J'ai entendu M. Babcock à l'intérieur parler au téléphone. Miss Marple pencha la tête. Et qu'avez-vous entendu? Kate Bribes. Mais son ton était furieux. Il a dit, j'ai gardé ton secret si longtemps, mais je ne te protégerai plus. Puis il y a eu un silence, et il a parlé de preuves et d'aiguilles à repriser. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Une aiguille à repriser. Oui, j'ai trouvé ça bizarre. Il a dit, tu n'aurais pas dû le laisser là. Et puis il a ri. Pas gentiment. Miss Marple resta immobile un moment, puis tendit la main pour se resservir du thé. Lydia, ma chère, tu as été très courageuse. Je pense que tu viens de répondre à une question qui me turlupine depuis des jours. Elle offrit un deuxième biscuit à Lydia et orienta doucement la conversation vers des sujets plus légers, recettes et fleurs sauvages, jusqu'à ce que l'attention de la jeune fille se calme. Lorsque Lydia partit, elle semblait un peu plus légère, voire déchargée. Mais pour Miss Marple, la conversation avait du poids. L'aiguille n'était pas seulement une arme d'opportunité. Il avait été abandonné ou utilisé. Étagem, Babcock avait connu c'était compromettant. Il avait prévu de l'utiliser pour démasquer quelqu'un. Mais qui? Le lendemain matin, Miss Marple rendit visite à M. Hornbeam dans son modeste bureau, situé au-dessus de l'ancienne banque. Le notaire fut surpris, mais ne refusa pas de la recevoir. « Je suppose que vous êtes venu pour les affaires de M. Babcock, » dit-il en ajustant son pince-nez. « Une affaire assez tragique. »« En effet, » dit Miss Marple. « Je ne vous prendrai pas trop de temps. Je suis simplement curieuse de savoir si M. Babcock a récemment mis à jour son testament. » Hornbeam cligna des yeux. « Eh bien oui, en fait. Jeudi dernier. Le même jour, il a reçu une visite nocturne, murmura Miss Marple. Hornbeam semblait visiblement mal à l'aise. « Je crains de ne pouvoir commenter son comportement personnel. »« Je ne vous le demanderai pas, » dit doucement Miss Marple. « Mais je pourrais peut-être vous demander ceci. Le testament a-t-il nommé quelqu'un d'inattendu? » Hornbeam hésita. « Eh bien oui. Avant jeudi, sa succession devait revenir à un cousin de Tunbridge Wells. Mais le nouveau projet désignait un bénéficiaire totalement différent. Un certain Oliver Whitham.
Les yeux de Miss Marple brillèrent. Je vois. Et le testament était-il signé? C'était vrai. Mais je ne l'avais pas encore déposé. Je devais le faire cette semaine. Alors, dit Miss Marple avec un léger sourire, nous arriverons peut-être juste à temps. Ce soir-là, Miss Marple fit une promenade tranquille le long du sentier fluvial où se dressait le vieux moulin de Witham, aujourd'hui désaffecté. Un homme se tenait au bord de l'eau, grand et mince, aux cheveux grisonnants et au manteau usé. Il fixait les ondulations comme quelqu'un attendant que le passé revienne des profondeurs. « Monsieur Witham, dit doucement Miss Marple. » Il se retourna, surpris. « Vous ne me connaissez pas, a-t-elle poursuivi, mais je crois que vous connaissiez M. Babcock. » Son visage s'assombrit. « C'est vrai. Et je le détestais. Mais ce n'est pas un crime. Non. Mais revisiter un village sous un autre nom, ça pourrait l'être. Surtout si on redoute ce qu'il pourrait révéler. » Witham le fixa. « De quoi m'accusez-vous? »« Rien pour l'instant, » dit gentiment Miss Marple. « Mais je crois que vous êtes venu à Saint-Maudouin jeudi, que vous vous êtes disputé avec Monsieur Babcock, et que vous avez laissé derrière vous plus d'un mot. » Witham fit un pas en avant. « Tu ne peux rien prouver de tout ça. »« Non, » répondit calmement Miss Marple. « Mais quelqu'un d'autre pourrait bien le faire. Monsieur Babcock avait pris des dispositions. Il allait vous dénoncer non seulement pour vos agissements à la filature il y a des années, mais aussi pour ce que vous avez fait pour les dissimuler. Et vous lui avez laissé un avertissement, ou peut-être pire. » Witham se retourna brusquement et s'éloigna, disparaissant dans la brume qui s'épaississait. Miss Marple ne la suivit pas. Pas encore. Mais elle avait entendu tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Le lendemain matin, une effervescence s'installa, bien loin du lent tourbillon de rumeurs qui caractérisait habituellement Saint-Maudouin. Pour la première fois depuis des jours, la queue à la poste se forma non pas pour des timbres ou des colis, mais dans l'espoir d'obtenir des nouvelles. Un agent de police à vélo avait été aperçu se dirigeant à toute vitesse vers la place du village juste après l'aube. Et peu après, un sergent Wolsey, le visage pâle, fut aperçu frappant avec urgence à la porte du presbytère. Quelque chose avait changé. Miss Marple, qui avait taillé ses pélargoniums avec une précision calme, reçut la nouvelle du jeune Archie Stokes, le livreur de journaux, qui faisait toujours un détour par son jardin. « Ils ont trouvé quelque chose, mademoiselle » s'écria-t-il, essoufflé, manquant de trébucher sur son propre vélo. « Près de la rivière, près du vieux moulin. Quelque chose d'enfoui. » Le sécateur de Miss Marple s'arrêta au milieu de la coupe. « Enterré » répéta-t-elle d'un ton léger, mais l'arche de son front était délibérée. Archie hocha la tête avec une excitation enfantine. « Dans un sac en toile. Bien emballé, comme si on ne voulait pas le retrouver. La police a bouclé toute la banque. » Miss Marple le remercia avec un sourire doux et mesuré et retourna à ses parterres de fleurs, mais ses pensées couraient plus vite que n'importe quel vélo de village. Près de la rivière, près de l'endroit où elle avait parlé à Oliver Witham la veille au soir. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. En milieu de matinée, la découverte s'était concrétisée. L'inspecteur Cray en personne était arrivé sur les lieux, et l'objet découvert était désormais connu. Un folio relié en cuir et plusieurs papiers pliés, humides mais lisibles, enveloppés dans une toile cirée et dissimulés sous une pierre détachée, sous un massif de lierre. Le nom gravé en or délavé sur la couverture, Felix Babcock. Mais ce ne sont pas seulement des documents juridiques qui ont été trouvés dans le paquet. Il y avait une petite pochette en velours, du genre de celle qu'on utilise pour les bijoux ou les bibelots précieux, nouée d'un ruban rouge délavé. À l'intérieur, à côté d'un vieux stylo à manche en ivoire et d'une carte de visite signée du cousin de Tunbridge Wells, se trouvait une aiguille à repriser à manche en os. Pas d'empreinte digitale, bien sûr. Mais cela importait peu à Miss Marple. L'aiguille n'avait pas été perdue, ni égarée accidentellement. Cela avait été gardé caché. Cela a tout changé. Le sergent Wolsey, plus alerte qu'il ne l'avait été depuis des jours, a transmis ses conclusions à Miss Marple lorsqu'il l'a rencontrée plus tard dans l'après-midi, feignant une conversation informelle tandis qu'elle examinait la rhubarbe chez le marchand de légumes. « Quel gâchis, vraiment » murmura-t-il. L'inspecteur pense que les papiers étaient immobiles. Quelque chose à propos d'un titre de propriété, peut-être même du chantage. Mais pourquoi un homme cacherait les preuves de son propre chantage? Je ne sais pas. Miss Marple émit un murmure compatissant. Peut-être avait-il peur. Ou peut-être n'avait-il jamais eu l'intention de le cacher.
Peut-être que quelqu'un d'autre l'a fait après coup. Wolsey cligna des yeux. Tu crois que le tueur est revenu pour le cacher? Peut-être n'est-il pas revenu, dit doucement Miss Marple. Peut-être n'est-il jamais parti. Elle choisit 2 tiges de rhubarbe et s'éloigna, laissant Wolsey griffonner quelque chose dans son carnet avec une expression confuse. La visite suivante de Miss Marple fut rendue à la personne qui, jusqu'à présent, avait le moins parlé et qui en savait peut-être le plus. Dr. Edgecombe. Elle le trouva dans son cabinet médical, feuilletant sa correspondance avec l'air distrait d'un homme dont l'esprit était occupé ailleurs. Ses lunettes lui tombaient bas sur le nez et sa cravate était dénouée au col. « J'imagine que vous avez entendu la nouvelle, » dit-il sans préambule alors qu'elle entrait. « Oui, » répondit-elle en retirant délicatement ses gants. « Le paquet près de la rivière. »« C'est vraiment inattendu ?»« Non. » Edgecombe soupira. « Rien ne s'est passé comme je l'espérais. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent, mais son ton resta léger. Et pourtant, certaines choses ont été tout à fait prévisibles. Il leva les yeux. « Comme comportement humain, » dit-elle. Un jeune homme au caractère bien trempé est arrêté. Une jeune fille nerveuse garde un secret. Un avocat tergiverse. Mais malgré tout, l'aiguille reste. Edgecombe s'immobilisa. « Tu parles de l'aiguille à repriser. »« Oui, oui, » dit-elle doucement. « Voyez-vous, j'en suis venu à penser que M. Babcock n'a pas été tué par la force brute. Pas d'instrument contondant, pas de traumatisme apparent. Plutôt quelque chose de subtil. Précis. Quelque chose de fin et de pointu, inséré juste comme il faut, de manière à passer inaperçu. » Edgecombe parlait à voix basse. « Vous pensez que l'aiguille a servi à percer la moelle épinière? »« Oui, oui, » confirma-t-elle. « Et je pense que la personne qui a fait ça avait des connaissances en anatomie. Pas forcément un médecin, mais peut-être quelqu'un qui avait passé des années à ses côtés. À observer, à assister. » Le silence s'est prolongé. Puis Edgecombe dit, très doucement, « Tu penses que Lydia? » »« Non, » répondit Miss Marple fermement. « Pas Lydia. Mais elle savait peut-être quelque chose. Quelque chose qu'elle n'avait pas encore compris elle-même. Peut-être quelque chose qu'elle avait entendu et répété à quelqu'un en qui elle avait confiance. » Edgecombe se leva. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. « Il fut un temps, dit-il, où je croyais que M. Babcock était revenu simplement pour régler de vieux griefs. Mais il est clair aujourd'hui qu'il était venu pour autre chose. Il est venu dénoncer quelqu'un. Ou pour exploiter ce qu'il savait, dit Miss Marple. C'était un homme qui comprenait l'importance des secrets. » Edgecombe se retourna. « Et vous pensez qu'Oliver Witham l'a assassiné pour protéger son passé? »« Je pense qu'Oliver Witham avait une raison, dit-elle, et un mobile, et une opportunité. Mais il lui manquait une chose. Qu'est-ce que c'est? Accès au salon pendant la garden party. » Le docteur Edgecombe fronça les sourcils. « Vous voulez dire? » Le jardin était rempli d'invités. Le moindre mouvement était repéré. Mais quelqu'un qui appartenait à cette maison, quelqu'un qui pouvait entrer librement dans la pièce, peut-être en portant un plateau de thé ou en ajustant une nappe, personne ne poserait de questions. Edgecombe la regarda fixement. Et à ce moment-là, Miss Marple le vit, le petit scintillement de reconnaissance, la constriction de sa gorge, le resserrement de sa mâchoire. Mais ce n'était pas de la culpabilité qu'elle voyait. C'était la peur. « Pour l'amour du ciel » murmura-t-il. « Tu ne peux pas parler de Marie Tollet? »« Je ne sais pas encore, » dit doucement Miss Marple. « Mais je crois qu'elle a trouvé l'aiguille après coup. Elle a compris ce que c'était. Peut-être a-t-elle paniqué. Peut-être a-t-elle essayé de protéger quelqu'un. » Edgecombe s'affala sur sa chaise. « Mais qui protégerait-elle? Oliver Witham? Ça n'a aucun sens. »« Non, » répondit Miss Marple. « Pas lui. Mais peut-être quelqu'un d'autre. Quelqu'un de beaucoup plus proche. Quelqu'un d'inattendu. » Ce soir-là, le presbytère était inhabituellement calme. Miss Marple, sans se presser, fit une lente promenade dans le jardin arrière, admirant les hortensias, les arches de rosiers soigneusement taillées et le court chemin menant des portes-fenêtres aux côtés du salon. Elle s'arrêta là, regardant le verre ombragé, et se souvint du récit de Madame Albert selon lequel elle avait vu une ombre, rien de plus. Une silhouette élancée. Pas grande, pas large. Quelqu'un comme une femme de ménage. Ou peut-être quelqu'un comme Clara. Elle frappa doucement à la porte du presbytère. C'est Clara qui l'ouvrit, les yeux écarquillés, un tremblement nerveux dans la voix. « Oh, Miss Marple, dit-elle. Il est tard.
J'ai juste besoin d'un instant, ma chère, dit Miss Marple avec son autorité bienveillante habituelle. Un petit détail. Je pensais au panier à couture. Clara se fija. Miss Marple sourit doucement. Voyez-vous, je crois que quelqu'un a emprunté l'aiguille à repriser. Pas dans l'intention de tuer, du moins, pas au début. Mais tout peut arriver en un instant, n'est-ce pas? Surtout quand les esprits s'échauffent. Surtout quand quelqu'un murmure des secrets qu'il ne faut jamais dire à voix haute. La voix de Clara se brisa dans un murmure. Il a dit qu'il savait pour mon père. Qu'il y avait eu du vol d'argent. Qu'il avait les papiers. Il a dit que si je ne convainquais pas le vicaire de soutenir son projet de reconquête du domaine de Witham, il le ruinerait. Il nous ruinerait tous. Et donc, dit doucement Miss Marple, vous avez fait ce que vous pensiez être nécessaire. Clara trembla, la vérité la traversant comme une vague lente. Je ne voulais pas. C'était si rapide. J'essayais juste de l'effrayer. Mais il s'est retourné et j'ai poussé. Juste poussé. L'aiguille a glissé. Miss Marple hocha lentement la tête. Vous n'avez pas caché l'aiguille. Madame Tolley l'a trouvée. Elle l'a enveloppée dans un tissu. Elle l'a cachée près de la rivière. Pour vous protéger. Un sanglot s'échappa de Clara, silencieux et désespéré. Parfois, dit Miss Marple, protéger la vérité est la plus belle des choses. Mais maintenant, il faut qu'elle éclate au grand jour. Et lorsque l'horloge du vicaire sonna 8 heures, la pluie revint douce, persistante et purificatrice. Le vendredi s'est levé à Saint-Maudouin avec une étrange sensation de calme, comme si le village lui-même s'arrêtait pour écouter. La brume épaisse recouvrait les haies, brouillant les frontières entre jardins et chemins, maisons et haies, bien et mal. Pour une fois, même les oiseaux semblaient apaisés, leur chant matinal habituel s'étant transformé en gazouillis méfiant. Au presbytère, la maisonnée s'agitait silencieusement. L'atmosphère était tendue, chargée de questions inexprimées et d'une seule et lourde vérité qui planait désormais entre ses murs. Clara avait avoué non pas à la police, pas encore, mais à Miss Marple, et ce faisant, elle avait confié son univers fragile à cette vieille dame. Ce n'était pas rien. Le vicaire et son épouse, dans leur gentillesse, avaient accueilli Clara pour la remettre du chagrin et de la tension causée par la perte de son père. Elle était non seulement une invitée, mais un membre de la famille, de par son nom. Miss Marple, quant à elle, était rentrée chez elle la veille au soir, son tricot intact, son thé refroidi sur la table basse. Ses pensées étaient trop occupées pour les affaires domestiques. Une énigme s'était formée dans son esprit, non pas sur les mobiles ou les moyens, car ceci était désormais plus clair que jamais, mais sur le caractère de Clara. L'histoire de Clara contenait des éléments de vérité, certes, de la douleur, assurément, du désespoir, indéniablement. Et pourtant, quelque chose en Miss Marple refusait de se figer. Le déclic n'était pas encore arrivé. Elle avait observé les gens bien trop longtemps pour confondre peur et culpabilité, chagrin et confession. Il y avait encore beaucoup à apprendre. Et donc, elle a tendu son piège, même si elle ne l'appellerait jamais ainsi. Elle préférait y penser comme à une opportunité pour la vérité. Tout a commencé par une série de conversations tranquilles. Tout d'abord, l'inspecteur Cray, de plus en plus perturbé par l'évolution de son enquête. George Ashcroft avait été libéré sans inculpation officielle, au grand soulagement du village et aux grandes dames de plusieurs villageois qui lui avaient déjà attribué le rôle du méchant. Puis avec le docteur Edgecombe, qui restait catégorique. Clara n'aurait pas pu commettre un acte aussi froid et délibéré. C'est une fille douce, dit-il en sirotant une tasse de thé tiède dans son bureau. Un peu fragile, certes, sensible, mais pas violente. Et certainement pas capable de planifier une chose pareille. Je suis d'accord, dit Miss Marple doucement. Mais parfois, les gens agissent non pas par capacité, mais par peur. Le médecin détourna le regard en fronçant les sourcils. Ou manipuler. Ce mot s'est installé lourdement entre eux. Miss Marple se dirigea ensuite vers Madame Tolley. La femme du vicaire avait visiblement maigri au cours de la semaine précédente. Sa voix était moins joyeuse, ses yeux plus sombres à cause du manque de sommeil. Tu le savais, dit doucement Miss Marple, assise en face d'elle dans le petit salon où elles arrangeaient autrefois des fleurs et débattaient de recettes de génoise. Madame Tolley n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle occupait ses mains à redresser un apron en lin qui n'avait pas besoin d'être ajusté. « J'ai trouvé l'aiguille, dit-elle enfin, 2 jours après la fête. Je ne la cherchais pas.
Elle avait roulé sous la chaise. Au début, j'ai cru qu'elle était tombée. Mais ensuite, j'ai vu la petite trace de pluie. G.I.S.O. Et tu croyais que Clara l'avait fait. Je m'en doutais. Ses mains tordaient le bord de son tablier. Mais quand je l'ai confrontée, elle avait l'air si petite. Tellement effrayée. Elle a dit qu'il l'avait menacée et qu'elle voulait seulement l'effrayer. Je l'ai cru. Il le fallait. Miss Marple hocha doucement la tête, compréhensive. Bien sûr. Mais à l'intérieur, elle était plus certaine que jamais. Clara n'était pas celle qui avait manié cette aiguille. Il était temps de faire sortir la personne qui l'avait fait. Cet après-midi-là, elle a lancé 4 invitations. Madame Tolley, Clara, le docteur Edgecombe et Oliver Whitham. Elle les a tous invités à prendre le thé. La réunion eut lieu dans le salon de Miss Marple, une pièce sans prétention, baignée de rideaux à fleurs fanées, imprégnée d'un parfum de cire à la lavande et du léger poids des regards. On y trouvait des sandwichs aux concombres, des parts de gâteaux aux fruits et un petit plateau de scone beurré, cuit depuis exactement 45 minutes. Le thé de Miss Marple était toujours chaud, ses biscuits croustillants, et ses intentions toujours aussi imprécises. Ils arrivèrent un par un, chacun portant le masque qu'il jugeait approprié. Clara avec une gratitude silencieuse, Madame Tolley avec une gaieté fragile, le médecin avec la tension de l'inquiétude et Whitham avec une neutralité pratiquée qui ne trompa pas Miss Marple une seconde. Elle les accueillit gentiment, les fit asseoir près du foyer et versa elle-même le thé. Aucun policier n'était présent. Aucune accusation n'a été portée. Au lieu de cela, elle a commencé par une histoire. C'est curieux, dit-elle en remuant lentement son thé, de voir à quel point le meurtre est souvent moins une question de haine que de peur. On tue non pas par haine envers la personne qui se trouve devant soi, mais par peur de ce qu'elle pourrait faire, de ce qu'elle pourrait dire, de ce qu'elle pourrait révéler. La chambre était très calme. Prenez Babcock, poursuivit-elle. Il est revenu à Saint-Maudouin non seulement pour prendre sa retraite, mais aussi pour mettre au jour d'anciennes injustices, ou peut-être pour en tirer profit. C'était un homme qui savait comment faire pression sur les autres, comment les mettre mal à l'aise. Il savait qui avait menti et qui les avait aidés à le faire. Elle regarda Oliver Whitham. Il était au courant de vos transactions passées à l'usine, du titre manquant et des pots de vin. Mais je ne crois pas qu'il allait vous dénoncer. Pas directement. Je pense qu'il utilisait cette information comme moyen de pression, peut-être pour récupérer des biens qu'il estimait injustement expropriés. Les lèvres de Whitham s'amincirent, mais il ne parla pas. Miss Marple tourna son regard. Mais il y a aussi Clara qui a entendu une partie d'une conversation, suffisamment pour se sentir menacée. Elle pensait d'avoir fait quelque chose de terrible. Mais je crois maintenant que quelqu'un. L'Israël pensa. Clara, Tresslet. Mais je l'ai poussé. La voix de Miss Marple était douce, mais ferme. Non, ma chérie. Tu as laissé tomber le plateau. Tu as peut-être crié. Mais tu n'avais pas l'aiguille. Tous les regards se tournèrent vers Madame Tolley. La femme du vicaire resta assise, très immobile. Tu te trompes, dit-elle doucement. Non, dit doucement Miss Marple. Je ne crois pas. Vous êtes une femme de principe, Marie. Une femme qui a passé sa vie à maintenir l'ordre. À garder la face. Vous avez protégé cette maison de chaque instant. Mais vous saviez aussi ce que votre mari avait fait, comment il avait falsifié les documents pour aider les Whitham à récupérer leurs terres, il y a des années. Vous l'ignoriez peut-être au début, mais vous l'avez découvert. Et vous avez gardé le silence. Parce que vous l'aimiez. Parce que c'était la bonne chose à faire à ce moment-là. Madame Tolley regarda ses mains. Et quand Félix Babcock est revenu, poursuivit Miss Marple, vous avez compris qu'il avait l'intention de dénoncer votre mari. Pas Oliver Whitham. Pas Clara. Le vicaire. Silence. Je crois que vous êtes entré dans le salon sous prétexte de rafraîchir le plateau de thé. Vous l'avez vu. Calme. Confiant. Peut-être même suffisant. Vous avez pris l'aiguille à repriser. Et dans un moment de désespoir calculé, vous avez frappé. Une pause haletante. Clara se retourna brusquement. Ce n'était pas moi. Miss Marple secoua la tête. Non, il était déjà mort quand tu as crié. Les épaules de Madame Tolley s'affaissèrent, et avec elles, le poids du déni. Je ne voulais pas, murmura-t-elle. Pas au début. Je voulais juste l'effrayer pour l'arrêter. Il a dit qu'il dénoncerait les journaux. Que mon mari serait déshonoré. La paroisse s'effondrerait. Tout ce que nous avions construit serait ruiné. Des larmes remplirent ses yeux. Il a dit que j'étais juste la femme du vicaire, a-t-elle poursuivi.
que je n'avais aucune importance, que je participais au mensonge. Je ne me souviens même pas d'avoir pris l'aiguille. Mais une fois que je l'ai eue, elle était si petite, si péintouée, si simple. Personne n'a parlé. Et puis le docteur Edgecombe, la voix lourde de tristesse, dit « Marie, vous auriez pu venir me voir. » Elle le regarda et, pour la première fois depuis des jours, elle lui ressemblait. Pas la femme du vicaire, pas l'hôtesse silencieuse, mais une femme. Une femme fatiguée et effrayée qui avait tenté de préserver quelque chose de sacré en détruisant quelque chose d'immonde. Miss Marple se leva doucement et posa une main sur son épaule. « Il est temps, dit-elle à voix basse. Tu dois dire toute la vérité. Pas seulement pour toi, mais pour Clara, pour Georges, pour le village. » Et dehors, la brume commençait à se lever. Juste un peu. Pendant un moment, après la confession, un silence régnait dans le salon de Miss Marple. Ce silence qui n'accompagne pas la paix, mais la lente et pesante prise de conscience que quelque chose d'irrévocable s'est produit. La tempête n'avait pas éclaté bruyamment. Il n'y avait eu ni cri, ni esclandre. Juste quelques mots doux, puis la libération progressive d'une âme trop longtemps étranglée par le devoir et la peur. Madame Tollé était assise, le dos raide dans le fauteuil à dossier fuselé près de la fenêtre, les mains jointes sur ses genoux, comme si elle allait peut-être être appelée à diriger la prière de l'après-midi. Elle n'avait pas pleuré, pas une seule fois, mais les rides de son visage, toujours nettes et délicatement dessinées, s'étaient creusées comme les plis d'un linge usé. Miss Marple n'avait plus rien dit après l'avoir exhortée à dire la vérité. Ce n'était pas nécessaire. Parfois, Miss Marple le savait, c'était le silence après la confession qui comptait plus que la confession elle-même. Le docteur Edgecombe se tenait près de la cheminée, une main posée sur le manteau. Son regard, habituellement perçant par le diagnostic ou adouci par l'empathie, était fixé au sol. Il connaissait Madame Tollé depuis des décennies, lui avait confié des chagrins intimes et des doutes à demi exprimés. Et maintenant, il semblait que quelque chose de sacré s'était brisé. Clara était assise dans le coin près de la porte, les doigts serrés dans sa jupe. Elle n'avait pas encore parlé, même si les couleurs revenaient peu à peu sur son visage. À chaque minute qui passait, tandis que le poids de la culpabilité qu'elle portait se dissipait, elle semblait devenir non plus la jeune fille nerveuse et fragile, en marge de la sympathie du village, mais une jeune femme sur le point de se reconquérir. Oliver Witham, cependant, était le seul à ne pas paraître surpris. Au contraire, il paraissait presque soulagé. « Je me doutais que c'est elle, dit-il doucement, d'une voix basse et mesurée. Quand l'aiguille a été retrouvée, j'ai su que c'était quelqu'un à l'intérieur de la maison. Quelqu'un qui aurait pu passer inaperçu. Et quand Clara s'en est voulu, c'était trop logique. » Miss Marple inclina légèrement la tête. « Mais vous n'avez rien dit. »« Je n'avais aucune preuve, répondit-il. Et j'étais venu ici sous un faux nom, sans fondement. Mon père a déshonoré le nom Witham, et je l'ai suivi sur le même chemin. J'ai pensé que je pourrais recommencer. Mais Babcock ne l'a pas permis. Il a dit que le seul moyen de régler de vieilles dettes était de brûler tout ce qui était bâti dessus. » Miss Marple hocha la tête, puis se tourna doucement vers Madame Tollé. « Tu dois comprendre, dit-elle doucement, tu n'es pas le premier à commettre un acte terrible pour protéger ce que tu aimes. Et tu n'es pas le premier à penser que le silence épargnerait les autres. » Madame Tollé cligna rapidement des yeux, puis prit une longue inspiration. « Je vais voir l'inspecteur, dit-elle. Je ne laisserai personne d'autre souffrir à cause de ma décision. Clara Georges, il mérite d'être libéré de cette situation. » Miss Marple tendit la main et la posa doucement sur la sienne, « et j'irai avec toi. » Ce n'était pas le genre de conclusion que les villageois de Saint-Maudouin attendaient. Lorsque la nouvelle commença à se répandre lentement et prudemment que la femme du vicaire avait avoué le meurtre de M. Babcock, il y eut d'abord l'incrédulité, puis la confusion, et enfin une sorte d'acceptation stupéfaite et douloureuse. Les agents arrivèrent discrètement au presbytère ce soir-là. Il n'y eut ni arrestation publique, ni défilé de menottes. L'inspecteur Cray recueillit lui-même la déposition, son hargne habituel se transformant en une solennité presque solennelle. « J'ai tout mal interprété, avoua-t-il à Miss Marple à la sortie du poste, après que Madame Tollé eut été escortée à l'intérieur. J'ai cru à de la rage. Un crime impulsif. Je n'ai jamais pensé à rechercher la justice. » « Ce n'était pas de la justice, » corrigea doucement Miss Marple. « C'était de la peur. Et la peur, inspecteur, est souvent le mobile le plus sous-estimé. » Il hocha la tête, toujours humble, et lui tendit un exemplaire plié du rapport final du coroner.
Elle le glissa dans son sac à main sans le lire. Elle savait déjà ce que cela dirait. Une plaie perforante à la base du cou, précise et profonde. Entre les vertèbres cervicales. Aucun signe de lutte. Morte instantanée. Administrée avec un objet étroit et pointu. Comme une aiguille à repriser avec un manche en os. Le lendemain matin, les cloches de l'église du village sonnèrent doucement pour une cérémonie, non pas funéraire, mais propice au recueillement. Le vicaire, pâle et stoïque, prononça un discours discret. Il ne parla ni de culpabilité ni d'innocence, mais de compassion, des faiblesses des plus bien intentionnés et de la force nécessaire pour dire la vérité. Clara était assise au premier rang, la tête haute, le regard clair. George Ashcroft était à ses côtés, fraîchement libéré de tout soupçon, bien que loin du jeune homme arrogant qu'il avait été autrefois. Quelque chose en lui avait changé, non pas brisé, mais aiguisé. Il regarda Lydia Barnes, non pas avec envie, mais avec compréhension. Ils échangèrent un regard par-dessus les bancs, un regard que Miss Marple, avec son regard perçant et son sourire discret, remarqua mais ne fit aucun commentaire. Dehors, le village reprit lentement ses activités. Les commerçants rouvrirent leurs volets. On vit à nouveau des enfants courir après les chiens dans les ruelles. Mais le silence régnait, celui qui suit non pas un scandale, mais une perte. Félix Babcock, malgré tous ses secrets et ses manigances, avait forcé le village à se remettre en question, à prendre conscience de ses vieux mensonges, de ses vieilles dettes et de la vérité. L'obscurité pouvait habiter, même les salons les plus respectables. Plus tard dans la journée, Miss Marple reçut un visiteur. C'était Oliver Whitham. Elle l'invita à entrer sans faire d'histoire, versa 2 tasses de thé et fit un geste vers le fauteuil près de la cheminée. « Je pars demain, dit-il. Tu retournes à Londres et hocha la tête. Je n'ai plus rien ici. L'acte de propriété sera transmis au trust, comme il se doit. Je n'ai jamais eu l'intention de le réclamer. Je te crois, dit-elle. Je voulais juste revoir tout ça. La terre, le moulin. Ma famille a tout perdu. Mais je voulais, je ne sais pas, respirer à nouveau cet air. C'est un réflexe très humain, répondit Miss Marple en lui tendant un biscuit. Il l'accepta avec un petit sourire. J'ai fait beaucoup de choses regrettables dans ma vie, dit-il au bout d'un moment. Mais je ne l'ai pas tué. J'aurais presque aimé. Ça aurait été plus propre que de laisser une femme bienveillante le faire à ma place. Elle ne l'a pas fait pour vous, dit doucement Miss Marple. Elle l'a fait par amour. Le vicaire, Clara, le village. Elle l'a fait pour préserver l'illusion de la bonté. Whitham la regarda pendant un long moment. Et vous demanda-t-il. Croyez-vous en la bonté, Miss Marple? Elle esquissa un sourire doux et pensif. Oui, mais pas dans la perfection. La bonté réside dans l'imperfection, dans la peur et parfois dans la faillibilité. Il hocha la tête, comme si cela satisfaisait quelque chose en lui, et prit congé. Ce soir-là, Miss Marple était assise près de sa fenêtre, tricotant. Le canari, dans sa cage, chantait doucement, son rythme s'harmonisant presque avec celui de ses aiguilles. L'affaire était close. La police avait obtenu ses aveux. L'aiguille avait été retrouvée. L'acte avait été expliqué. Mais Miss Marple ne s'attardait pas sur le tueur. Elle pensait à Clara, à la facilité avec laquelle sa culpabilité avait été assumée par d'autres, y compris elle-même. Elle pensait à Lydia, dont le silence avait protégé quelqu'un qu'elle connaissait à peine. À George, qui avait failli être condamné non par des preuves, mais par des soupçons. Et surtout, elle pensait à la facilité avec laquelle la gentillesse peut être transformée en obligation, à la façon dont une femme douce comme Marie Tolley pouvait prendre une mesure aussi radicale pour préserver une paix qui s'effondrait déjà. Le thé à côté d'elle avait refroidi au moment où elle posa son tricot. Certaines énigmes, pensa-t-elle, sont constituées de pièces trop pointues pour être manipulées rapidement. Elles exigent de l'attention, de la patience. Et surtout, une écoute attentive. Pas aux voix les plus fortes, mais aux plus doux. Surtout ceux qui pensent qu'ils ne sont pas entendus. Près de 15 jours s'étaient écoulés depuis la garden party, celle qui avait commencé par un gâteau éponge des rires et s'était terminée par un mort dans le salon. Et pourtant, au rythme de la vie villageoise, le scandale avait déjà commencé à retomber comme la poussière après la tempête. Pas oublié, bien sûr, car de tels événements n'étaient jamais oubliés, mais tissés désormais dans la tapisserie de Saint-Maudouin, comme une histoire de plumes murmurée au-dessus des tasses de thé et derrière les rideaux de dentelle. Aux yeux de la loi, l'affaire était close. Madame Tolley avait officiellement avoué,
déposant sa plainte dans un langage clair et digne. Elle n'avait pas imploré la clémence ni cherché d'excuses. Elle avait agi, disait-elle, non par haine, mais par peur et en pleine connaissance de cause. À la surprise de l'inspecteur et à la satisfaction tranquille de mademoiselle Marple, la couronne choisit de retenir une accusation d'homicide involontaire plutôt que de meurtre. Son âge, sa personnalité et l'absence manifeste de préméditation adoucirent la position du tribunal. Elle n'irait pas en prison, mais démissionnerait de son poste au presbytère et quitterait St. Maudoine pour vivre tranquillement avec sa sœur dans le Céret. Le vicaire, bien que dévasté, avait accepté la vérité avec une grâce rare. Son dernier sermon dominical avant son départ était une réflexion mesurée et douloureuse sur la justice, le pardon et le prix du silence. Peu de personnes dans la congrégation ont croisé son regard ce jour-là. Miss Marple était assise à son banc habituel, les mains soigneusement jointes sur les genoux, son chapeau à l'angle approprié, et observait les visages autour d'elle. Remords, confusion, sympathie, mais surtout soulagement. La vérité avait été mise à nu. Les questions, enfin, avaient trouvé une réponse. Et pourtant, alors qu'elle quittait l'église et marchait sur le chemin de galets le long des ifs, elle ne ressentait aucun triomphe. Seul un poids ancien et familier, la douleur silencieuse qui vient du fait de savoir jusqu'où les gens sont prêts à aller pour protéger le monde qu'ils croient avoir construit. Le village reprit lentement son rythme, comme s'il n'était pas sûr d'en avoir la permission. On revit George Ashcroft au Red Fox, bien que moins souvent, et toujours sans l'assurance qu'il avait autrefois. Il marchait désormais avec une démarche plus déterminée, plus calme, mais sans être brisé. Lydia Barnes et lui ne se fréquentaient pas encore officiellement, mais une chaleur naissante régnait entre eux, une chaleur qui se passait de mots. Clara, de son côté, avait commencé à arpenter les rues avec plus d'assurance. Elle était encore fragile par certains côtés, mais il y avait dans son regard une stabilité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle avait surmonté la tempête de la fausse culpabilité et en était ressortie non pas endurcie, mais clarifiée comme du verre lavé. Miss Marple la rencontra un matin près du green, inspectant un groupe de crocus poussant à travers le sol humide. « Ils reviennent toujours », avait dit Clara avec un sourire timide. Même après les hivers les plus rudes. Miss Marple avait simplement hoché la tête. « Nous aussi, ma chère. Nous aussi. » C'est le deuxième mardi après les funérailles qui se sont déroulées en privé, sans grande fanfare car Félix Babcock n'avait pas de famille à proximité, que Miss Marple a reçu une lettre d'Oliver Whitham. Il écrivait de Londres, où il réglait ses affaires et se préparait à partir pour Genève. « Chère Miss Marple, je voulais vous remercier non seulement d'avoir découvert la vérité, mais aussi de m'avoir vu comme quelqu'un d'autre que le fils de mon père. Le passé est lourd à porter, mais votre gentillesse l'a rendu supportable. Le nom de Whitham ne reviendra pas à Sainte Maudoine. Cette histoire est terminée. Mais je pars avec une étrange paix, sachant que le pays ne sera plus englué dans les secrets. Venez à Genève, si jamais vos voyages vous amènent sur le continent. Je vous dois bien plus qu'un thé et de la gratitude. Cordialement Olivier. » Elle plia soigneusement la lettre et la plaça à côté de sa banquette près de la fenêtre, où elle rejoignit une petite pile de correspondances qui parlait de vie tranquille reconstituée. Et pourtant, elle n'a pas tout à fait mis fin à l'affaire parce que dans chaque tragédie, Miss Marple le savait, il subsistait quelque chose de subtil, un parfum dans l'air, un fil qui traînait. Elle avait souvent dit, quoique rarement à des hommes comme l'inspecteur Cray, que justice et vérité n'étaient pas toujours synonymes. La justice pouvait condamner, mais la vérité, croyait-elle, était l'apanage des observateurs. Ce n'était pas une épée, mais une aiguille qui s'introduisait inaperçue, liant les choses d'une manière que peu de gens comprenaient. La vérité, dans ce cas précis, était la suivante: non pas une révélation grandiose, mais une série de petites observations précises. Une aiguille manquante, facilement négligée, un panier à couture avec son couvercle entrouvert, une femme dont la vie entière était ancrée dans le contrôle et la présentation. Et un homme qui avait sous-estimé jusqu'où les gardiens de la tradition iraient pour protéger ce qu'il considérait comme l'ordre. Félix Babcock était mort parce qu'il avait mal évalué le prix à payer pour remuer les vieilles eaux. Il avait cru que la nature calme du village le rendait faible. Mais en réalité cela n'avait fait que renforcer la vigilance de ses protecteurs. Les semaines passèrent. Les jonquilles fleurirent. Le boulanger recommença à proposer des brioches du carême. La chorale reprit ses répétitions et dans son jardin, Miss Marple reprit sa broderie. C'était un petit échantillon du genre que l'on cousait pour le plaisir plutôt que pour l'affichage, et dans un coin elle a ajouté
un petit motif, une aiguille à repriser traversant une bobine de fil et n'en a rien dit à personne, mais cela lui plaisait le dernier samedi d'avril. Elle organisa un thé modeste dans son jardin, invitant quelques visages familiers, Lydia, Georges, Clara, le vicaire et le docteur Edgecombe. Les tulipes étaient à leur apogée, et l'air embaumait la terre fraîche et le renouveau. Ils étaient assis sur des chaises pliantes sous le treillis de glycine, buvant du thé et mangeant des biscuits à l'avoine, ne parlant pas de meurtre ou de scandale, mais des nouvelles du village, des problèmes de jardinage et de la confiture la plus adaptée à la fête du Wisconsin. C'était comme si, collectivement, ils avaient choisi de ne pas oublier ce qui s'était passé, mais de le recadrer comme quelque chose qui les avait testés, peut-être, les affiner tard dans la soirée, alors que le soleil se couchait derrière les toits et que le village retombait dans le calme. Miss Marple était assise seule dans son salon, son tricot sur ses genoux. Elle regarda la lumière s'estomper dans le ciel et réfléchit. Non pas sur le crime lui-même, mais sur les personnes qui l'avaient révélé, la résilience silencieuse de Clara, la force désespérée de Madame Tolley, l'humilité durement acquise de Georges, même le désir d'Oliver Whitham de réécrire un nom terni. Chacun d'eux avait révélé quelque chose de cash. Pas seulement des secrets, mais du caractère, et cela, pour Miss Marple, a toujours été le véritable mystère. Ce n'est pas celui qui a commis le crime, mais après qui sont-ils devenus? Alors que la première étoile apparaissait dans le ciel crépusculaire, elle ferma les yeux et repensa une fois de plus à l'aiguille à repriser, si petit, si modeste et pourtant, entre de bonnes ou de mauvaises mains, capable de tout changer. Elle se leva, souffla la lampe et laissa le silence de la nuit prendre sa juste place au cœur de Saint-Maudouin. Le village dormait encore et Miss Marple, toujours vigilante, toujours bienveillante, retourna une fois de plus à la surveillance silencieuse d'un monde trop souvent sous-estimé.